like a dream. It was clearer than a memory. And I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, le format dédié à nos visionnages récents de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume et je vous propose dans ce podcast de revenir sur la saison 1 de la série House of the Dragon, disponible chez nous dans le pass Warner sur Prime Video et sur la toute nouvelle plateforme Max qui propose notamment les séries HBO. House of the Dragon est la première série dérivée de Game of Thrones à être diffusée depuis août 2022. On le sait, HBO travaille depuis la fin de sa série de fantasy emblématique à diverses propositions, entre préquels à l'univers, suite des aventures de personnages emblématiques ou adaptations de récits existants de George R.R. Martin, l'auteur derrière la saga. Si HBO a déjà annulé en 2019, malgré le tournage d'un pilote avec notamment Naomi Watts' Blood Moon, série qui devait se passer 5000 ans avant Game of Thrones, mais aussi plus récemment un éventuel spin-off dédié au personnage de Jon Snow, House of the Dragon, elle, a su trouver son chemin vers nos écrans. Préquel se passant 180 années avant Game of Thrones, la série raconte la grande guerre civile qui opposera les différentes familles Targaryen, la fameuse danse des dragons, qui verra la quasi-extermination de ces créatures de légende et la déchéance de la famille Targaryen. Une saison 1 au succès tonitruant puisqu'elle bat lors de la diffusion de son premier épisode le record détenu alors par sa grande sœur de quasi 10 millions de spectateurs et dont la saison dans son ensemble ne sera battue ensuite que par la série The Last of Us en 2023. On retrouve à présent Justine, CHP et Briac pour parler de cette première saison. Est-ce que quelqu'un a envie de déjà nous faire un petit résumé du plot ? Que dire ? Alors je ne sais plus du coup, même maintenant j'ai un doute, donc on se situe bien sûr avec un spin-off préquel, enfin je sais pas exactement comment qualifier ça de Game of Thrones. Alors je sais plus combien de temps avant Game of Thrones on est, 200 ans, 300 ans ? 170 ans. 170 ans, voilà. Et donc on est à un moment donc où la dynastie Targaryen règne sur Westeros et on suit donc le règne de Viserys, premier du nom, et donc on se retrouve donc dans une intrigue qui se déroule principalement à King's Landing, pour ceux qui connaissaient Game of Thrones, intrigue de cour, et un des enjeux principaux étant la question de la succession du roi, étant donné que le roi, au début de la série, n'a qu'une fille et que, normalement, la couronne ne peut pas aller à une femme. Et il va devoir prendre une décision par rapport à ça, et ainsi déclencher l'histoire. Donc c'est succession dans Game of Thrones, pour résumer très rapidement. Voilà. Et après, c'est la merde. Voilà. En gros, si on devait résumer un petit peu... C'est sûr que si tu mélanges Succession et Game of Thrones, forcément ça va être la merde, parce que c'est pas aussi pour ça qu'on a regardé. Très bien. Ne mentons pas, c'est pour ça qu'on a voulu que cette série. Alors personnellement, j'ai appris en regardant la série qu'en fait c'était une adaptation d'un livre de Martin. Parce que je suis encore une fois un énorme noob. Je pensais que c'était une création pure, quoi. Et en fait, non, c'est un bouquin complet qui raconte tout ça. C'est vraiment une adaptation, quoi, pour le coup. En fait, d'une certaine manière, on est un peu dans la même configuration de Rings of Power, dans le sens où c'est pas non plus... Enfin, c'est un roman, mais avec une forme de texte historique, ce qui fait que de la même façon, on n'a pas non plus des dialogues ou de structures qui amèneraient facilement à dramatiser le truc. Donc là aussi, les showrunners inventent, modifient des choses, bougent les choses. Il y a juste plus de matière que ce qu'ils avaient dans les Anneaux de pouvoir. Mais en fait, c'est quand même assez similaire, en fait, le processus d'adaptation entre les deux. Après, les choix sont différents. Oui, mais justement, les différences, je me suis amusé à regarder les différences. Est-ce que quelqu'un a lu le bouquin, d'ailleurs, ici ? Oui, il y a quelques différences. Il y a au moins une personne qui l'a lu. C'est vraiment, c'est par exemple, une différence que j'ai vue, c'est que par exemple, Laena Targaryen, donc la femme de Matt Smith, qui se suicide en demandant à son dragon de la carboniser. Dans la série, c'est comme ça, et dans le bouquin, pareil, elle a un accouchement qui ne peut pas arriver, donc elle se rend compte qu'elle va devoir mourir de toute façon. Elle va pour demander à son dragon de se faire carboniser, et elle meurt dans les marches qui l'amènent à la sortie du château, quoi. C'est un peu, alors Justine, si tu as plus gros comme exemple, je prends, mais a priori, voilà, c'est ce genre de différence qui, voilà. J'ai plus gros. Là
là où Game of Thrones, c'était vraiment, il y a des personnages qui n'existent pas dans l'un et dans l'autre, dans la série et dans le bouquin. Enfin, vraiment, il y a des différences énormes. Dans Feu et Sang, alors c'est pareil, Feu et Sang, c'est plus large que ce qu'on a. En plus, pour l'instant, à House of Dragon, on n'a qu'une saison, donc fatalement. Mais on a plus de choses aussi en amont. Et on aura plus de choses après, bien sûr, dans la suite. Et après, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un écrit c'est présenté comme si c'était des annales historiques, comme si c'était une chronique. Donc c'est présenté, c'est pas hyper fun à lire, je le cache pas. Autant le Trône de Fer, c'est quand même un roman, même s'il y a des longueurs. Là, c'est présenté comme une chronique, c'est vraiment mis en avant par les maîtres de la Citadelle qui auraient écrit l'histoire des Targaryens. Donc voilà, donc il y a une certaine âpreté, mais recherchée par George Martin dans l'écriture. Donc ça, il fallait forcément le zapper pour pouvoir faire une série intéressante, avec des rebondissements, avec quelque chose qui va vraiment nous faire vivre avec les personnages et pas avoir ce côté chronique un peu laborieuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la série fait des choix, ce qui est obligé avec la représentation de toute façon, avec ce processus d'adaptation. Mais dans le bouquin, on a des passages où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les maîtres nous montrent qu'on a des doutes sur certains épisodes. On pense qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas de preuves. Ouais. Et ils ont gardé ça sur certains éléments. Par exemple, on a toute une scène où, avant que ça parte en sucette pendant un bal, pendant une annonce de mariage globalement, parce que ça se passe jamais bien les mariages dans cet univers à Westeros. De toute façon, faut pas se marier. Mais il y a une scène, ils ont gardé ça comme ça, c'est-à-dire que le roi aperçoit Daemon et sa fille, et on ne sait pas, on les voit pas exactement. On suppose qu'ils s'embrassent, mais on ne voit pas exactement la scène. Donc là, ils ont gardé le doute. Tu vois, ils ont gardé ce côté un peu suspense. On a le point de vue du roi, et du coup, il a des doutes assez importants, mais il n'a pas la certitude. Donc ça, ils l'ont gardé, et à l'inverse, pour d'autres... Ah oui, ça, c'est l'héritage du bouquin, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Oui, d'accord, ok. Hyper intéressant. Et à l'inverse, pour d'autres, ils ont fait des choix. C'est-à-dire que... je vais rester sur le personnage de Daemon. Il a une première femme qu'on voit dans une scène prologue, dans une scène où elle est la seule, une séquence où elle est la seule à parler. Daemon n'a pas une seule réplique, et c'est la scène où cette première femme va mourir. Voilà, elle tombe de cheval globalement, et Daemon n'a pas une seule réplique. On comprend très nettement dans la série, on le voit la tuer, clairement, même si d'abord elle tombe de cheval, mais ensuite il va l'achever. Dans les livres, on nous dit pas que c'est lui qui l'a tué. Dans les livres, on ne sait pas. C'est-à-dire que, t'as des doutes. C'est-à-dire que, à ce moment-là, lui, ça l'arrangerait de plus être marié. Ça tombe bien, sa femme est morte. Donc, tu vois, en le lisant, tu dis, c'est un peu louche. Mais le bouquin le dit jamais, clairement. Là, la série fait un choix de représentation, parce que c'est leur choix aussi d'adaptation. Mais donc, ils sont plus tranchés sur certains éléments. Voilà. Ok. C'est intéressant aussi cette manière de s'insérer dans les interstices un petit peu du récit, ces zones d'ombre. Alors tu me corriges, Justine, parce que ça fait longtemps moi que j'ai eu le premier tome de Game of Thrones et la première saison aussi, mais dans mes souvenirs, un des moments vraiment intéressants d'adaptation de la première saison, c'est l'ajout d'une scène entre Robert et Cersei. Cette scène, elle est magnifique. Ce sont deux personnages qui n'ont pas de chapitre point de vue dans le roman, ce qui fait qu'on ne pouvait pas y avoir accès. Enfin, en gros, il ne pouvait pas y avoir cette scène-là dans le roman. Alors que là, dans l'adaptation, ils ont fait ce choix de nous l'offrir, et ça a vraiment enrichi les deux personnages. Et donc ça, on voit un peu l'héritage des choix déjà qu'il y avait eu d'adaptation de Game of Thrones, qui se répercute peut-être dans House of the Dragon, mais on retrouve une force là qui pouvait y avoir justement, ce qu'on peut apporter quand on adapte un roman en série, quoi. C'est ça. Et justement, moi, alors, je vais commencer un petit peu pour les avis. Moi, un truc qui m'a à la fois extrêmement dérouté au début, et en fait, la série avance et tu te rends compte que, je me suis rendu compte que je lui trouvais beaucoup de qualité, et pour le coup, parallèle évident avec Rings of Power, c'est la notion de temps et de temporalité. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout compris, au début, que ils allaient vraiment passer des chapitres, que d'un épisode à l'autre, il y a 7 ans qui se passent. Et... Du coup, effectivement, si tu le savais pas en regardant, ça doit surprendre. Ah que au début, ça déroute, Tu te dis, attends, mais elle ressemble quand même vachement à la gamine de l'épisode d'avant, non? Ah oui, c'est elle, d'accord, ok, d'accord, très bien. Et vraiment, j'ai eu des moments comme ça et en fait, au début, c'est déroutant parce que t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de voir ce qu'il y avait pendant cette ellipse, t'as envie d'en savoir plus, donc ça crée une attente, ça crée une mini déception, mais en même temps, t'as pas le temps d'être déçu parce que ça passe sur autre chose, et on te fait comprendre que l'ellipse est quand même censée dans la narration.
Et ça fait qu'en fait, tu t'ennuies pas vraiment dans cette saison 1. Moi, il y a pas eu vraiment de passage où je me suis dit, oui, bon, ça aurait mérité une ellipse, c'était pas forcément nécessaire. Parfois, c'est des petits, enfin, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment pour arriver à un événement, un truc qui s'est passé, et qui est hyper intéressant. Je ne m'étais pas fait spoiler. Je pensais m'être fait spoiler parce que j'avais vu une image d'un Targaryen qui ressemblait quand même vachement à Matt Smith avec un bandeau un bandeau de pirate, et je me suis dit, ah, donc il y a un moment où il va perdre un œil. Que nenni, ce n'est pas lui. Ah ouais, et là, non. j'étais un peu content. Je me suis dit, en fait, c'est son fils, cousin, je sais pas, c'est trop compliqué. Ah, puis même le nom ressemble, hein. Il y a Daemon et Aemond. Le D est au début ou à la fin, mais c'est... Ouais. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce personnage-là. Et globalement sur la série, j'ai passé un bon moment. J'ai vu Rings of Power avant et j'ai regardé House of the Dragon après. Ce qui fait que quand j'ai commencé House of the Dragon, j'étais très indulgent sur Rings of Power. Ce qui peut vous surprendre vu tout ce que j'ai raconté en début d'émission. Et en fait, j'ai fini. Alors j'ai pas adoré la fin de la saison 1. Je trouve que ça finit pas par un truc si épique. Alors les dragons, bon, c'est ce que j'ai mis sur Discord quand Guillaume m'a demandé mon avis à la fin. Les dragons, c'est sexy, quand même hyper stylé ce battle de petits dragons contre gros dragons. Tu vois, là je suis un gros fanboy. Mais bon, le gros dragon mange le petit dragon. Fin. Et bon, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus, tu vois. C'est pas tout à fait ça la scène de fin. Voilà, c'est pas ça la scène de fin. Ah merde. Ah non. La scène de fin, c'est Rhaenyra qui apprend que son fils est mort. Et là, ça va pas être la même. Ah oui, avec la cheminée. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... Ah, vous, ça... Ah non, mais c'est intéressant. Vous, ça vous a... Ah bah oui, le combat des dragons, pardon, mais c'est sympa, mais... Oui, mais ce qu'elle apprend, tu viens de le voir. J'aime bien que toi t'étais au courant, mais elle le savait pas. Je veux dire, le personnage est construit depuis qu'elle est couronnée comme justement une figure magnanime qui fait tout pour ne pas enflammer le royaume. C'est tout ce qu'on te vend depuis 2 épisodes. Ouais. Et là, on te fait comprendre que mais en fait, fallait pas toucher à ses enfants, quoi, parce que maintenant ça va être là. Et l'actrice le rend de manière incroyable, quoi. Donc en plus la scène est quand même géniale parce que elle ne possède aucun dialogue. C'est-à-dire que Daemon s'approche d'elle, tout se fait de dos, et la musique, tous les sons de la pièce se tairent, il n'y a plus de son, quoi, il me semble qu'il n'y a plus que de la musique, et elle finit par se retourner, voilà, quoi, la scène vient quand même. Et ça t'a bouleversé. Ah ouais, ok. Non, mais c'est pas un jugement. C'est la scène qui m'a le plus bouleversé. C'est pas du tout un jugement, mais ça m'étonne parce que la preuve, c'est que moi, j'avais même pas pensé à cette scène, quoi. Tu vois, quitte à faire une saison d'introduction, là, au moins, ça pète. Là, on a envie de voir la saison 2 parce qu'on se dit, attention, parce que là, ça va plus déconner, quoi. Parce que c'est la danse des dragons et c'est la guerre ouverte avec des gens qui ont des dragons des deux côtés. Donc, si tu es intéressé par les combats de dragons, tu vas être satisfait de la suite. Je te cache pas. Alors, on nous dit que la scène de fin a été improvisée parce qu'au départ, elle devait se dérouler dans la salle du trône avec Rhaenyra sur le trône, mais la maquette n'a pas été prête à temps, donc ils l'ont filmé devant le feu. Ah, c'est vrai ça? C'est intéressant, je savais pas. C'est pour la blague, quoi, là, ou... Ça me paraît un peu gros. Bon, les gars, on n'a pas reçu la maquette, comment on fait? Dans la série, il y a eu plusieurs moments qui ont été... on va pas dire, improvisé ou disons changé à la dernière minute pour des questions techniques ou des tentatives qui ont été faites. Donc ce serait pas impossible. Hein. Ah ouais, non, mais c'est et un autre point, ce qui est quand même hyper qualitatif, je trouve, c'est le casting. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que tous les acteurs alors moi, il y a un qui est tellement bon que finalement, il est presque il est bon et c'est acté. C'est l'acteur, c'est Viserys que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce roi vieillissant que tu vois évoluer, tu le vois triste, mais en même temps c'est un peu un fils d'up quand même, mine de rien, sur certains trucs, mais pas non plus, tu vois, c'est pas non plus un monstre et qui finit littéralement cadavérique. Voilà, la séquence, ils ont fait un personnage fabuleux avec cette séquence d'arrivée dans la salle du trône. Et l'acteur, et t'as raison, est absolument... Alors Paddy Considine, qui alors que moi ça me tue de rire parce qu'à chaque fois j'ai l'image dans Hot Fuzz, évidemment j'ai envie je peux pas, les 2 flics teubés de Hot Fuzz, et c'est tout le talent du gars. J'aime beaucoup l'acteur, mais c'est Rhys Ifans aussi qui a un peu qui est bien très important au début mais qui devient un peu secondaire. Et les personnages féminins également. Petit quiz, alors si vous avez la réponse, du coup c'est un peu nul parce que ça tombe à l'eau. Quel acteur joue dans
Rings of Power et dans Game of Thrones. Moi. Non, vous savez pas. Faut participer parce que sinon ça, il y a un blanc. Bah quoi, écoute, là comme ça. Mais non. si tu veux des croisements comme ça, j'en ai plein, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Si, je sais. Vas-y. C'est celui qui joue je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui joue Benjen Stark dans Game of Thrones. Ok. Et Adar, c'est ça non Oui, c'est ça. Ah, mais c'est y a- Joseph Maul. Et il n'y a pas que lui, hein. Et un autre. Elrond dans Rings Ah of oui, c'est Power. vrai. Il joue le jeune Ned Stark dans Game of Thrones. Ah Mais il habile. y en a plein, si vous voulez Oh, des... mais c'est ton domaine, Justine. Écoutez, il faut venir préparer au bout d'un moment. Le chef aussi de la garde royale dans House of the Dragon, c'est un acteur qui joue dans pas mal de trucs fantasy aussi. Il est dans tous les trucs sur le notamment dans The Moyen-Âge. Witcher et dans The Hobbit. Ouais. Ouais. Et Outlander. L'acteur qui joue Aemon, justement, celui Ewan Mitchell qui perd un œil, il est dans The Last Kingdom, aussi une autre série qui parle du Moyen-Âge. Très très bien cet acteur aussi. Il arrive très tard et il a finalement assez peu de Pour l'instant. trucs et ouais. Franchement. C'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu dans la transition entre par contre, l'acteur du jeune homme et l'acteur de l'enfant et du jeune homme, je trouve. Autant tous, c'est assez bluffant. Autant celui-ci, moins peut-être. Mais il en manquait un qui a vraiment l'air d'avoir le vice. Tu vois, déjà petit, tu sens que lui, c'est un mauvais. Et il en manquait un qui est vraiment direct parce que, bon, pour moi, la seule tête d'affiche de ce casting, c'était Matt Smith, dans le sens où c'est le seul qui avait vraiment un nom et une carrière conséquente avant aux yeux du grand public. Ah, Considine aussi. Paddy Considine, est-ce que les gens avaient son nom déjà? Est-ce que tous les gens qui regardaient peut-être pas, ouais. Moi-même, j'ai dû aller vérifier le nom du gars sur Google, tu vois, mais c'était le gars de Hot Fuzz, là où Matt Smith. Le gars est un docteur, donc c'est déjà comme Briac d'ailleurs. C'est un docteur. Non, mais quand même, c'est quand même hyper dans une carrière d'avoir un rôle pareil, c'est quand même quelque chose. Et voilà, il a été dans Morbus, vraiment des trucs hyper qualitatifs. C'est méchant. C'est méchant. Il a signé, il a pris son billet. Maintenant, il assume. Et moi, je pensais que vraiment, ça allait presque être le personnage principal, mine de rien. Enfin, qui allait vraiment avoir une importance capitale. Alors, hyper important, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, dans toute cette saison. Mais ça reste un personnage secondaire, mine de rien. Je trouve. C'est pas là où c'est justement les femmes, Rhaenyra, qui est notamment pour moi le personnage principal. Alicent aussi est hyper importante. Ah, puis l'actrice qui joue, enfin les deux actrices qui jouent Rhaenyra, mais notamment Rhaenyra jeune, Millie Alcock. Excellente. Je la trouve absolument fabuleuse. Les deux, hein, franchement, les deux sont vraiment top. Et effectivement, hein, tu parlais de la transition physique entre les jeunes et les moins jeunes. Au passage, hein, ils ont changé les actrices, mais pas Matt Smith. C'est intéressant aussi. Voilà. Matt Smith, c'est celui qui a le moins de... Je sais même pas si effectivement ils lui ont fait quelques prothèses. Peut-être quand même vers la fin, j'ai l'impression qu'il a gagné un peu de joues. Ah ouais ? Mais franchement, il s'en sort bien par rapport à d'autres. Et il est un peu rajeuni au début aussi, en fait. Rhys Ifans aussi, bon, tu vois, c'est moins fort que d'autres, quoi. Ouais. Mais quelle différence d'âge ils sont censés avoir, Rhaenyra et Daemon ? Ça va être 10 ans, un truc comme ça, c'est pas tant que ça. Je t'avoue que je sais plus. Puis enfin, à l'occasion, allez jeter un œil. Hein, il y a dans les éditions de Feu et Sang, il y a un arbre généalogique, mais il a été simplifié pour correspondre à ce qu'il y a dans la série. Il a été simplifié notamment par l'équipe de la garde de nuit. Mais du coup, voilà, allez jeter un œil à l'occasion sur les travaux de la garde de nuit, parce que déjà c'est vachement bien ce qu'ils font. Mais ils ont fait un arbre généalogique un peu simplifié. Qui correspond à ce qui a été mis en scène dans cette première saison de House of the Dragon. Pour pas se faire spoiler, j'imagine. Et de toute façon, oui, il faut avoir vu, c'est mieux. Mais ils l'ont fait au fur et à mesure d'ailleurs de la série. C'est ça, ils l'ont fait au fur et à mesure des épisodes, donc c'est vachement intelligent et c'est hallucinant parce que effectivement, il y a des croisements dans tous les sens. Je ne sais pas qui dans votre équipe, la garde de nuit, a fait cet arbre généalogique, mais bravo, parce que entre les cousins, les neveux, les nièces, les mariages entre frères et sœurs, c'est bien prise de tête. Donc voilà, c'est bien d'avoir un arbre généalogique pour situer tout ça. S'il passe par là, c'est bravo. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La couronne est tombée par terre pendant le tournage. Oui. Matt Smith l'a ramassée. Ils ont continué. Ah non mais c'était pas prévu. Que des beaux trivia hein, dans ce chat sur House of the Dragon. Et c'est une des plus belles séquences de la saison, je trouve. Toute cette entrée et puis voilà la relation entre les deux frères dans ce geste-là. Effectivement, c'est magnifique. Ce bon vieux Briac, qu'est-ce qu'il en a pensé de House of the Dragon ? Eh plus ça avançait, plus j'étais convaincu. Alors je pense que j'ai quand même
j'ai quand même des réserves sur la série dans son ensemble. Je pense qu'elle est loin d'être parfaite. Mais j'ai quand même apprécié grosso modo. Alors si je dois dire mes réserves tout de suite, personnellement c'est principalement en termes de mise en scène et de photographie. Je trouve que ça manque beaucoup d'ampleur, ça manque d'idées, et même moi, vraiment en termes techniques, j'aime pas comment c'est éclairé. Je trouve que c'est vraiment très dans une approche à la mode. Et c'est-à-dire que tout est fait à l'étalonnage et pas forcément dans l'éclairage sur le plateau. Et ça tranche beaucoup si vous rematez une saison de Game of Thrones derrière, vous allez voir vraiment le contraste dans les contrastes, justement. Alors moi, j'aime même la saison 1. Même la saison 1. Elle est jolie, la saison 1 de Game of Thrones. Et ça, moi, vraiment, bon, ça, c'est ma réserve. J'ai du mal avec ça, mais ça entache absolument pas le plaisir. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois des petits moi, contrairement à toi, des petits soucis de rythme en début de saison. Après, c'est peut-être ce que moi je regardais dans le rythme de diffusion. Donc, tu vois, on avait un épisode par semaine. Donc, parfois, moi, j'ai bingé. Je trouvais que certains épisodes auraient pu être un peu plus travaillés dans la structure, dans la manière dont certaines intrigues pouvaient se répondre pour que ce soit un peu plus riche dès le début. Mais en général, quand on passait du temps sur quelque chose, plus tard, c'est ok, c'est pour ça qu'on a trouvé ce petit élément-là. Donc dans l'ensemble, ça m'a plu. Je trouve que par contre, ça pêche pour moi assez énormément sur les scènes d'action. Je pense par exemple à cette scène où quand ils viennent chercher, comment il s'appelle, Aegon pour le couronner, il y a les deux jumeaux, Eric et Arik, et les trucs qui se battent. Je trouve qu'elle est super mal foutue cette scène, alors qu'elle pourrait être très sympa. Je pense que beaucoup de problèmes. Ouais, c'est ça, pareil. Puis ouais, la plupart des scènes d'action, je suis pas rentré dedans. Et aussi d'un point de vue narratif, ça faisait que, par exemple, le fait de mettre cette scène avec la bataille, le crab feeder, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4, où on voit justement Daemon qui arrive et qui défonce tout et tout. Bah, cette scène, en fait, elle est trop longue pour moi parce qu'en fait, on n'est pas encore assez attaché au personnage et ce qui se passe n'est pas encore assez important pour que on rentre complètement dedans. Pourquoi elles marchaient bien, très bien, les batailles de Game of Thrones? C'est que quand on a, par exemple, celle de King's Landing, la bataille de Blackwater, là, c'est au bout de 2 saisons. On connaît très bien les forces en présence, on a du mal à dire de quel côté on est, et ensuite c'est parti, on y va. Et du coup, on est ému, on a peur, il se passe quelque chose. Il y a une tension, là, quoi. voilà, bon, à part Daemon... Ouais. On sait pas encore ce qu'on est censé ressentir avec ce personnage. C'est ça. Les Velaryon qui sont là, on les connaît pas encore tout à fait à ce moment-là. L'ennemi, c'est juste un espèce de type monstrueux, on s'en fout, et du coup... On ne sait pas ce que c'est les Deep Ones, hein, c'est ça? On sait pas. Non, bah, je sais pas. Si, c'est le mec engagé par la triarchie, là. Enfin, c'est un prince. Mais c'est quand même avec les crabes. C'est quand même fou de mettre une armée presque en scène pour qu'en fait, non. Bah, ils se font battre, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est ça. C'est quand même un écueil pour moi. Je veux dire, oui, bon. En plus, le boss, il y a quand même un parallèle avec Viserys, visuellement, quand il a son masque. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Si. Pourquoi? Quel rapport entre les deux personnages? Bah, l'opposition avec Daemon. Et du coup, il est battu par Daemon. Bah, c'est-à-dire que le moment où Daemon fait semblant avec son drapeau blanc, fait semblant de mettre en place une trêve, etc., pour mieux aller attaquer tout seul comme un grand, alors qu'il y a les renforts, notamment de Viserys qui arrivent, c'est clairement, c'est un mouvement, c'est une tentative de prendre le pouvoir par Daemon. D'ailleurs, quand on le revoit après, il a une couronne en espèce de bois flotté là. Foreshadowing un peu. D'accord, voilà, non mais c'est clairement des choses comme ça. C'est un peu plus subtil dans le texte. Là forcément c'est condensé donc ça apparaît comme ça. Mais j'ai trouvé que ce côté justement esthétique rappelé avec le visage de l'ennemi qui annonce déjà le visage de Viserys par la suite, j'ai trouvé que c'était pas mal pensé. Ouais. Ok, d'accord. Oui, mais dans les faits, je sais pas, mais après j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas, à ce moment-là, la série ne m'avait pas encore chopé. Pour finir, pour accrocher, donc justement, j'ai eu du mal avec ces moments plus spectaculaires, je trouvais souvent assez peu intéressants, ou alors parfois pas très bien foutus, même quand Rhaenys arrive dans le temple, pendant le couronnement de Aegon, là, qu'elle sort avec son dragon, qu'elle est devant tout le monde. Je trouvais ça badass. Et moi alors je sais pas trop, c'est plus en fait la manière dont c'est filmé où on ressent pas la physicalité des trucs, j'y crois pas en fait. Moi, je sais pas, il y a un problème là où, pour comparer forcément avec Game of Thrones, parce que voilà, les scènes d'action de Game of Thrones étaient toujours très très bien foutues, c'était toujours vachement... Pas toutes. La plupart quand même. J'ai revu Hard Home l'autre jour, donc c'est cet épisode qui se termine avec... C'est les dernières saisons. Oui, après les premières, il n'y avait pas beaucoup de moments spectaculaires, donc on peut pas trop comparer. Mais justement, parce qu'il y avait pas... Mais regarde la bataille du bois au murmure, justement une bataille qu'on n'a pas pour des questions de budget. Bah ouais, mais du coup, on s'en fout de cette bataille.
Ouais, mais du coup, moi, je préfère une bataille qu'on ne voit pas qu'une bataille qui est mal foutue. C'est vrai. Moi aussi. C'est vrai aussi. Non, c'est vrai, Game of Thrones, en fait, c'est plus qu'il y a des moments de ouf, en fait. C'est un peu ça que tu veux dire. L'arrivée des Stannis, par exemple, qui sauve tout le monde, tu vois, alors, il y a vraiment des côtés des armées, on est dedans, quoi, les bruits des chevaux et compagnie. Quand ils veulent faire spectaculaire dans Game of Thrones, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire, ah, j'y crois pas, enfin, ça marche pas. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que par contre, là où la série est très réussie pour moi, c'est les petits moments intimes. C'est là où c'est très fort, c'est dans les relations des personnages, les moments, tout ce qui est Viserys, justement, toute cette scène avec où il essaie d'avoir tout le monde qui s'entend au banquet et il se dit ça y est, j'ai réussi, on a ce petit plan sur son regard alors qu'il les regarde danser. Tout ça, c'est très très fort. Et ça c'est réussi. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, ces scènes d'action, elles sont aussi là parce que c'est l'héritage de Game of Thrones, qui est une série qui, dans les années 2010, a fait grimper le budget des séries et a dit, oh, regardez, on peut aussi faire ça à la télévision. Et je me dis, ça aurait été bien peut-être de les garder, même si, bon, je comprends encore une fois la logique commerciale, pour la partie Danse des Dragons dans la saison 2, et de vous concentrer là sur votre force, c'est-à-dire vraiment l'écriture des personnages et ces petits moments où là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, ils ont fait un panel de personnages et après, peut-être qu'il y aura des scènes plus badass et peut-être que le budget est aussi allé énormément dans les dragons, parce que là où il y en avait 3 dans 8 saisons. Et dans Matt Smith. Oui. Mais parce que pour le coup les moments avec les dragons, encore une fois le fanboy, je sors la carte fanboy, mais vraiment les moments dragons, moi ils m'ont eu. C'est vraiment moi la scène avec Aenys qui peut tuer Alicent et qui ne le fait pas. Vraiment parce que l'épisode s'est terminé là-dessus. Vraiment le fanboy a lâché un badass. Genre vraiment le côté j'aurais pu vous tuer et je l'ai pas fait, elle se barre sur son gros dragon. C'est un plaisir oui, fanboy quoi, clairement la scène justement, je parlais des gros dragons, même quand le petit il arrive chez Tully, je crois, chez les Tully à la fin où il y a le borgne, je crois il y a un éclair et tu devines le dragon dans la nuit et tout. Pas mal quand même, tu vois, genre tu sens qu'ils ont fait aussi à l'économie parce qu'ils pouvaient pas, c'est le plus gros dragon, mais on est dedans quoi, tu vois, la pluie, le rythme, tout ça, j'ai trouvé ça j'ai pris un plaisir à ce niveau-là et ça faisait, mine de rien, on en a parlé dans Spoiler, mais ça faisait assez longtemps quand même qu'une série m'avait pas vraiment donné envie de, il est tard mais allez vas-y, je mets quand même l'épisode d'après parce que c'est cool. Guillaume, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, c'est parce que globalement je me range à l'avis et je viens de détruire mon bureau en live. Non, je me range à l'avis global de ce que vous avez dit. Effectivement, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début. Les premiers épisodes, m'ont laissé un peu de côté parce que en vrai, j'avais du mal à voir une diversité dans ce qu'on me proposait. Je me disais, ok, bon, l'esthétique est là. J'étais dans les chaussons, quoi. L'esthétique était là. On était à King's Landing et on n'en bougeait pas trop. Tous les personnages font partie des Targaryens, du coup, il n'y a pas trop de... Voilà. Enfin, au début, on est vraiment dans un petit écosystème, quoi. Et puis, le temps d'apprendre à connaître les personnages, évidemment, quoi. Et c'est ce que dit Briac, plus ça va, mieux c'est. Et il y a à peu près effectivement un déclic au milieu de la saison qui se passe avec la montée en puissance des enjeux autour de Rhaenyra, le fait qu'elle accepte son destin, etc. Et le changement aussi, quand même mine de rien, le changement, c'est dommage parce que pour le coup, effectivement, l'actrice qui la joue jeune est excellente, mais moi j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier le personnage au moment où elle a été plus montrée adulte. Et oui, je me suis fait, j'ai été complètement absorbé par ce que la série propose en termes d'émotion. Là, les derniers épisodes, il y a il y a au moins une scène qui te met un peu les larmes aux yeux si t'es tenté, si t'es un minimum attaché aux personnages, aux dynamiques entre les personnages et à ce qui se passe, tu peux pas, je pense que tu peux pas passer à côté. Et je trouve par contre que, à la différence pour le coup de The Ring of Power, c'est que House of the Dragons, mis à part ses dragons, n'est pas tellement une série fantasy pour l'instant. Dans le sens où finalement on est principalement sur des intrigues de cour et sur des choses qui sont très terre à terre, de la guerre, des enjeux de pouvoir et tout ça. Je me permets de rebondir sur ce point, Guillaume, parce que j'ai écouté le podcast en partie de Mimi Hegel et Tequila Text et Fab Florent notamment. Mais justement, il disait qu'en fait, je trouvais ça intéressant, il disait qu'en gros Game of Thrones c'était très magie
et pas tant politique que ça en fait dans les faits, et que House of Dragon se veut être un peu l'inverse. La partie magie dans House of Dragon est quand même, et c'est pas une déception, le mot est fort, mais c'est vrai que moi j'en aurais aimé un peu plus. Magie, c'est un peu fantasy, hein, c'est un peu ce que je veux dire. Là où c'est quand même, et Justine, je pense que tu auras quelque chose à dire là-dessus, c'est très médiéval, du coup. C'est très les châteaux, les machins, les jeux de pouvoir et compagnie, quoi. Ils ont peut-être essayé de proposer autre chose, justement. Ouais, alors moi j'ai des choses à dire au sens où Game of Thrones, pour moi au contraire, c'est justement pas la magie, au sens où George Martin a bien mis en avant le fait que lui, son but, c'était de faire de la fantasy pour les gens qui aiment pas la fantasy, si bien que la magie, en fait, apparaît pas tant que ça. Tu regardes la première saison, on nous met les marcheurs blancs 15 secondes au début, et on a des dragons que à la fin. Donc il y a une lente progression vers justement cette magie. Et si tu regardes bien, outre les dragons, t'as peu d'usage de magie à proprement parler. Mais je comprends l'idée. Après, dans Game of Thrones, ouais. Ah, quand même. Les marcheurs blancs. Mais les marcheurs blancs, on les voit quasiment jamais. On en parle, mais personne n'y croit. Il faut un moment pour que ça se mette en place, tout ça. Et bah justement, alors oui, tu as raison, mais on nous fait croire que la magie est présente. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que que la magie revient, justement. C'est tout le principe. Daenerys, quand elle fait revenir les dragons, j'ai aussi la scène, moi, qui m'a comme beaucoup m'a marqué, c'est sur quand Lord Varys, on voit qu'il a un mec dans sa boîte, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment. Ouais. Ouais. Genre, c'est trop bizarre, c'est quoi, tu vois, et en fait, on se doute qu'il y a un truc hyper glauque dessous, et en fait, on saura jamais rien. Mais tu vois, mais il y a pas de magie là-dedans, tu vois. Il y a une histoire d'incantation, non ? Ah non, c'est Varys qui explique comment il est devenu. Parce que c'était un magicien qui l'a effectivement castré, voilà. Mais du coup, la magie est là. Oui, mais on en parle, on la voit pas. À part les dragons, tu la vois pas. Oui. Mélisande, quoi. Voilà, et puis Mélisande, en fait, elle. Ouais, quand même. Non, mais c'est très bien, elle peut ressusciter des gens et elle allume trois haracs et ils se font éteindre tout de suite. Donc, mais oui. Elle accouche quand même d'un espèce d'être monstrueux qui tue Renly. Ah non, mais je suis d'accord, hein, c'est de la fantaisie, il y a de la magie, etc. Mais c'est pas constant. Là, on va avoir Willow. Là, on va avoir de la magie avec un autre niveau, si tu veux. Donc, c'est le but de Martin, c'était aussi d'amener cette magie petit à petit. Là, dans House of the Dragon, c'est pas le même objectif au sens où, ils savent déjà qu'il y a justement tous les fans derrière de Game of Thrones qui sont pas loin, hein, parce que Game of Thrones, ça s'est terminé en 2019. Il y a pas si longtemps que ça. Donc, ils capitalisent sur cette base-là, et puis ça s'appelle House of the Dragon. Donc, ils vont nous mettre des dragons, forcément. Ils savent que les gens, voilà, hein, tu disais, toi, tu fais ton fanboy, mais t'es pas le seul. Il y en a plein, hein, qui attendent avec impatience de voir arriver les dragons. Donc, ça fait partie des trucs aussi. On parlait de la magie, et j'ai envie de dire, moi, c'est, à la limite, le côté politique, moi, j'aimais bien dans Game of Thrones, c'est un peu ce que j'aimais le plus. En fait, quand tu revois la série, tu te rends compte à quel point tout part de un truc, et que c'est les conséquences de trucs là qui vont durer 8 saisons. Et en fait, là, ça me donne juste envie de croire que, ça me donne juste envie de voir les saisons suivantes, quoi. Donc, alors, je sais pas si eux aussi, ils vont mettre 1 an et demi à faire une saison 2. C'est un peu prévu, ouais. Ouais. 2024. En fait, ça va vraiment jouer là-dessus, je pense, avec Rings of Power. C'est le premier qui va revenir. Parce que si Rings of Power, ils reviennent avant, avec une putain de saison 2, là, ça va vraiment être conséquent, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Que House of the Dragon, ils sont quand même installés, quoi. Donc, je pense que les deux sont installés, honnêtement. Pour des raisons différentes, avec des fonctionnements très différents, mais je vois pas une des deux séries se faire annuler, si tu veux. Non, annuler, comme vous y allez. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils vont gérer leur diffusion, parce que là, ça avait été un petit peu sale quand même, dans le sens où, justement, Rings of Power avait... Amazon, pour le coup, avait essayé de contenir la menace House of the Dragon en diffusant la série avant House of the Dragon, et en essayant de lui couper un peu l'herbe sous le pied. Donc, il y avait vraiment... c'était clairement les deux séries de la rentrée, elles étaient diffusées en même temps, c'était assez incroyable. Donc, alors que les deux ont très bien marché, hein, je crois. Ouais, je sais pas, faudrait regarder. Le souci, c'est que on n'a pas les chiffres d'Amazon. Ou plus exactement, on a des chiffres, mais on ne sait pas comment ils sont calculés. Ok. Ce qui fait que et c'est important, hein, ces questions de calcul, parce que on le voit, hein, quand Netflix a changé sa façon de calculer, ça a bouleversé toutes les statistiques. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de détails sur ça, tant qu'il n'y a pas d'études notamment, c'est compliqué de savoir vraiment ce que ça représentait, et ce que ça représentait aussi niveau budget, parce que voilà, il n'y a pas eu le même apport.
non plus des deux côtés. De toute façon, c'est une économie qui est devenue très compliquée à comprendre quand on n'est pas dedans. Tu vois, tu mets autant d'argent, comment est-ce que tu arrives sur ton investissement, tout ça. Là où je trouve que House of the Dragon a quand même fait beaucoup plus parler. Je pense que vous avez vu cette vidéo à New York d'un immeuble. Et c'était une sorte de publicité interactive. J'ai pas vu ça, moi. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui a filmé un immeuble de New York et tu vois que toutes les lumières réagissent de la même manière et qu'en fait, ils sont tout l'immeuble est en train de regarder House of the Dragon, tu vois. Que Rings of Power, j'ai pas... Quoi ? Tu as levé les yeux au ciel. Non, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la véracité de cette image je doute de la véracité de cette image, mais effectivement le coup de com en tout cas était et la réalité était peut-être là en effet sur le fait que ça a été un phénomène grand public de toute façon quoi. Après franchement j'ai l'impression que les deux séries ont autant fait parler d'elles mais pas pour les mêmes raisons quoi. donc c'est sûr qu'il y en a une qui s'en sort mieux qu'une autre je pense en termes de couverture et de traitement d'analyse quoi. Et Justine, justement, sur ce sujet féminin, la place des femmes, tout ça, est-ce que tu as trouvé plus ton compte à ce niveau-là dans ce mal dit, pardon, plus ton compte. Je sais pas si c'est ce que tu cherchais vraiment, mais si on l'a évoqué pour Rings of Power. Donc et d'ailleurs on n'a pas cité, on a cité les noms des acteurs et pas les noms des actrices, mais on a évidemment Olivia Cooke dans le rôle d'Alicent Hightower adulte et Emma Darcy pour Rhaenyra adulte. Moi j'ai mentionné aussi Emilie Alcock parce que c'est celle qui joue Rhaenyra jeune et que je la trouve absolument fabuleuse. Et Rhaenys, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ah mais voilà, mais de toute façon Rhaenys c'est la queen, il y a pas best. Ouais. Mais justement, tu vois, c'est un truc que autant dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés avec plein d'options etc, mais on s'en fout un peu, clairement. On s'en fout. On s'en fout. Que ce soit des femmes ou des personnages. Non, des personnages. C'est-à-dire que ce soit des hommes ou des femmes, les trois quarts, leur parcours, on n'est pas attaché. Pour tout ce qu'on a pu évoquer. Non, je suis pas d'accord. Non. Dans Rings of Power, tu t'es attaché au personnage. Ah, pardon, je croyais que tu parlais de Dragon. Non, mais justement. T'as vu? Faut pas lui dire deux fois, la Justine, hein. Pardon. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Sinon, je sors l'arbalète, méfie-toi. Mais du coup. Non, c'est vrai, oui. Non, mais justement, c'est ça qui fait, je pense, qui, pour moi, au niveau des personnages féminins, fait une grande différence. C'est que dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés, mais vu comment c'est construit, on s'en fiche un peu de leur parcours, on s'attache pas vraiment. Alors que dans House of the Dragon, on a des personnages féminins, pas tant que ça, au sens où si tu regardes bien, on se concentre sur Rhaenyra, Rhaenys et Alicent, surtout. Ces trois-là qui sont vraiment développés. Après, c'est déjà bien, clairement. Je sais même pas s'il y en a d'autres, vraiment. Ah si, il y a Lyanna aussi. Voilà, si, puis il y a les différentes femmes ou conquêtes de Daemon, donc certaines vont avoir un rôle par la suite. Commissariat quand même aussi. Voilà. Mais tu vois, en fait, on a peu de différences. C'est-à-dire que ça va être des personnages, surtout pour Rhaenyra et Rhaenys, des personnages féminins liés au pouvoir, avec tout ce que ça implique de lutte, etc. Alicent a une posture très différente, mais qui va aussi être liée aux questions de pouvoir, parce que c'est les enjeux de la série. Si tu veux, on a moins de modèles variés. Mais parce que les personnages sont peut-être plus approfondis, parce que on a une construction différente qui fait que on a leur évolution, déjà, on a leur relation de pouvoir, leur relation politique, mais aussi leur relation familiale. On a des scènes de discussion entre femmes qui parlent du pouvoir, mais pas que. Enfin voilà, il y a d'autres réflexions comme ça qui font que je me suis clairement beaucoup plus, peut-être pas attachée, mais je me suis beaucoup plus investie, on va dire, dans ces personnages féminins, alors qu'il y a moins de modèles différents, tu vois. Donc c'est pas forcément le nombre qui chacune est un modèle à part entière, quoi. La série s'ouvre quand même sur en plus de ça et de toute façon sur quand même quelque chose d'assez fort où justement on dit ça aurait dû être Rhaenys la reine selon toute vraisemblance, mais c'est pas possible en fait. Et ça traverse toute la saison, notamment à travers ce personnage-là qui n'aura de cesse de dire à ses consoeurs, mais laisse tomber, t'y arriveras jamais, et au contraire de dire que côté Rhaenyra, en fait, mon père, il a peut-être pas trop choisi, mais en fait, moi, je le veux ce truc-là maintenant. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout ce parcours-là, quoi, de se dire,
comment elle s'en empare, comment elle fait en sorte que ça soit son truc à elle à la fin. Ouais, elles sont vraiment actrices. Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi, ouais. Et à la fin, le petit symbole hyper cool, quand elle arrive, elle est couronnée, elle arrive sur la table de commandement et qu'elle a fait appel à ses nièces, cousines, les filles, du coup, que Daemon a eu avec la sœur de son ancien mari, qui est aussi son cousin par le côté de... et qu'elle elle les invite à la table et tout. Enfin, voilà, il y a tout ça conclut au fait qu'il y a un symbole qui est très fort là-dessus. Et puis les trois ont une psychologie qui leur est propre. Tu vois, Rhaenys, c'est pas du tout la même psychologie que Rhaenyra, etc. Et je reviens d'ailleurs, Justine, tu l'évoquais tout à l'heure, mais il y a une personne qui est handicapée. Il y a une personne qui est aussi rien à voir. Hein, c'est un parallèle un peu hasardeux. Non, mais on pourra en reparler. Par contre, c'est un petit peu un enfoiré, hein. Oui, mais parce qu'on a le droit d'être un enfoiré quand on est handicapé, tu Exactement. vois. C'est un peu. Et il y a une personne homosexuelle. Il y a une personne homosexuelle. Plusieurs, mais oui. Qui est. Alors, c'est peut-être le moment, mais alors vraiment, je me suis senti teubé. L'épisode sur la mort de Laenor. Je n'ai rien compris. Et vraiment, j'étais genre, mais quoi, mais j'ai dû aller voir un résumé d'épisode pour comprendre que, en fait, ils ont fait croire qu'il était mort et en fait, non. Regarde les bottes. Tu sais, quand tu regardes un film ou une série où tu sens qu'il se passe un truc important, mais que toi, t'as rien compris à ce qui est en train de se passer, tu vois. Et tu sais, là, ils sont dans un bateau, dans une barque. Dread, ça t'a perturbé. Ils sont dans une barque à la fin et tu vois un mec, métis. Mais t'étais pas mort. Et tu vois, il regarde la cam et je fais, mais je te connais pas. Il ressemble vachement. Bah ouais, mais tu lui enlèves ses dreads blanches et j'ai le teubé, quoi. Soit j'étais fanboy, soit j'étais teubé dans cette saison. Hein. C'était vraiment non mais mais bref, j'ai trouvé ça, mais c'était aussi présent dans Game of Thrones, mine de rien, avec Renly Baratheon. En parlant de parallèle avec Game of Thrones, il y a un moment où dans le visionnage de la saison, je me suis dit, ils ont réussi à faire quelque chose que j'avais ressenti déjà dans Game of Thrones, sauf que dans Game of Thrones, ça avait pris, je sais plus, 4 ou 5 saisons, parce que ça avait été construit comme ça, hein, mais c'était au niveau de l'arc rédempteur de Jaime Lannister. Jaime Lannister, dans la première saison, on te le présente quand même comme un abruti de première, le prince charmant qui est absolument insupportable, qui couche avec sa sœur, qui balance des enfants du haut d'une tour, bref, un mec pas bien. Et on a toute la construction du personnage qui fait que, globalement, à partir du moment où il perd sa main, on comprend plus, parce qu'on a accès aussi dans les romans à sa psychologie, donc on comprend plus le personnage, ses enjeux, et il devient un personnage beaucoup plus attachant, qu'on comprend et qu'on va finir par apprécier, clairement. Sans parler de ce qui se passe à la fin, parce que je parle plus de la dernière saison de Game of Thrones, c'est fini. Mais voilà. Donc tu vois, il y avait eu cet arc rédempteur où tu commences par détester un personnage et après tu dis putain, il est quand même vachement cool ce Jaime, tu vois. Donc j'avais ressenti ça, et là j'ai ressenti la même chose avec le roi Viserys, parce que, et c'est clairement pensé comme ça. Ah bah ouais, mais attends, regarde l'épisode, enfin le premier épisode, premier ou deuxième, je sais déjà plus, avec l'accouchement, la césarienne de la reine, qui est perçu du point de vue masculin, c'est lui qui prend les décisions. Et alors bon, après c'est pareil, c'est peut-être parce que je suis une femme, mais moi j'étais limite en PLS sur mon canapé à voir la scène. Hein. Non, la scène est horrible, voilà. Mais en même temps, la question c'est pas de sauver la reine ou sauver le bébé, c'est les deux vont mourir. Ouais, mais qui est-ce qui prend les décisions ? Au pire, est-ce qu'on essaie de sauver le gamin, quoi ? Tu vois, c'est un peu ça. C'est pas. Bah, c'est pas vraiment présenté comme ça, et surtout, c'est pas la reine qu'on demande. Oui, non, mais d'accord. Oui, attends, c'est horrible, hein. C'est pas ce que je dis. C'est dramatique. Non, c'est dramatique. Mais il est quand même écrit comme un personnage. Bah, c'est dit le faible. Je sais plus comment ils disent. Je sais plus le mot. Il est construit pour être. Je vais pas dire méprisé. À l'inverse de son frère, quoi. C'est ça, parce que lui, il a jamais rien osé de sa vie. Il fait et bah, plus pitié qu'autre chose, tu vois. Brillant là-dessus. T'as envie de dire, mais vas-y, tu saoules tout le monde, mec, voilà. Et clairement, c'est construit pour que on préfère Daemon, pour que on s'attache aussi à ces personnages féminins qui souffrent autour. Donc, tu vois, c'est un personnage près duquel j'étais, on va dire, indifférente au mieux, voire, voilà, qui me faisait un peu pitié dans son ce trône sur lequel il passe son temps à se couper, etc. Et cette séquence d'arrivée dans la salle du trône où t'as le personnage qui est entièrement affaibli, mais t'as cette musique. Alors encore une fois, la musique, ils ont placé la barre, super haut, malgré la musique du générique. Et t'as cette entrée
ce rythme qui est construit, cette démarche du personnage qui va gravir les marches, la relation avec son frère dans cette couronne qui tombe, et là toute cette séquence à partir de là, et le dîner qu'ils font en famille ensuite, là j'étais triste qu'il meure, tu vois. Ouais. J'ai eu un vrai retournement dans un épisode, et j'ai trouvé ça super bien construit, parce que avec cette réalisation, avec ce jeu d'acteur qui est absolument fabuleux, ils ont réussi à prendre un personnage que je méprisais vraiment et à en faire un beau personnage dramatique. Et ça, franchement, en un épisode, j'ai trouvé ça balèze. Et la preuve pour moi, c'est que quand il enlève son masque, bon bah c'est dégueulasse, mais c'est pas fait pour être tant dégueulasse que ça. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment genre l'apothéose du gars qui est consumé par... Bon, c'est hyper symbolique, hein, le fait qu'il se coupe avec le trône, tout le monde l'a compris. Mais c'est l'apothéose de ça, tu vois. Il enlève son masque et vraiment genre, les gars, je suis plus rien. Donc vraiment, si je vous dis ça, c'est que sincère en fait. C'est vraiment juste... je suis déçu, tu vois, de ce que j'ai engendré. Essayez de sauver ce que vous pouvez sauver, quoi. C'est ça, c'est une figure tragique et c'est très bien construit. Et le dialogue, évidemment, dans le pieu avec Alicent, le quiproquo qui va engendrer l'intégralité des problèmes du reste de l'univers du trône... Le trône de fer. Voilà, bref. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très cool. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, dames ? C'était bien. Vivement la suite ? Oui, la suite. Ou en attendant, si vous avez envie, on l'a dit, si vous êtes en manque de séries vraiment fantastiques pour le coup, tu as parlé de Willow, qui arrive le 30 novembre sur Disney+. Sur Disney+, donc il y a Willow qui arrive, et donc ça c'est le 30 novembre, et le 25 décembre, il y aura The Witcher Blood Origin. Donc il y a un nouveau teaser qui est sorti aujourd'hui, et donc ça paraîtra sur Netflix le 25 décembre. Joyeux Noël. C'est ça. Wheel of Time, dont on a parlé, on y a consacré un épisode. N'hésitez pas à l'écouter. Qui revient début 2023, on n'a pas vraiment de date. Et The Witcher saison 3, pour le coup, aussi été, un peu plus tard, été 2023. Non, j'allais dire entre deux, il y aura aussi effectivement la saison 3 de His Dark Materials. Qui arrive en décembre. Oui. Série de fantasy, qui se passe pas au Moyen-Âge cette fois, mais c'est bien aussi. Et en série animée, Guillaume, c'est toi qui nous avais parlé de Dragon Prince ? Il y a fort longtemps, pendant qu'on était en confinement, j'avais fait une petite reco là-dessus. Effectivement, il y a la 4e saison là qui vient tout juste de sortir, issue de certains des créateurs de la première série Avatar, The Last Airbender. Pour l'instant, alors les 3 premières saisons étaient assez cool. La 4e, j'ai vu que 2 épisodes. Je suis pas très emballé pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils ont repositionné le curseur du public à un niveau assez jeune, on va dire. À voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Tout est disponible puisque c'est sur Netflix. Et puis aussi The Legend of Vox Machina, la saison 2 qui est attendue pour janvier 2023 sur Prime, qui était mon petit coup de cœur série animée fantasy de ces dernières semaines, parce que c'est assez frais. On est dans un univers à la Donjons et Dragons, mais complètement déjanté, avec une troupe d'aventuriers... pas fréquentables, qui enchaînent bourde sur bourde, mais qui, quand il le faut, ont des pouvoirs trop cool. Et donc franchement, ça marche assez bien avec le casting vocal de la campagne de jeu de rôle dont est inspiré tout ça. Critical Role. Donc c'est plutôt sympa. Et pour l'anecdote, entre guillemets, ou en tout cas pour le côté fantasy avec des dragons, ça m'a fait penser à un bouquin. Il y a une série de bouquins que j'ai lu il y a fort longtemps, mais ça m'a frappé quand j'ai regardé House of the Dragon. C'est la saga de Naomi Novik, qui s'appelle... alors c'est la saga Téméraire, je crois, ou un truc comme ça. En tout cas, le premier tome, c'est His Majesty Dragon, et en gros, c'est l'histoire des guerres napoléoniennes, mais il n'y a pas encore à l'époque, il n'y a pas d'avion, parce que voilà, c'est pas inventé, mais ils ont quand même des dragons. Et ils ont des dragons de toutes les tailles et de toutes les formes, c'est-à-dire que ça a un peu remplacé la cavalerie et tout ça, mais ils ont aussi des dragons immenses où ils sont 15 dessus, et du coup, il y a tout un... Enfin, c'est vraiment devenu une bête de guerre, quoi. Et pour reconnecter avec Rings of Power, il a longtemps été question que Peter Jackson adapte ses bouquins en film. Ça n'a jamais été fait pour l'instant, mais... Redis le nom des bouquins. Alors, la personne qui a écrit ça, c'est Naomi Novik. C'est Les Dragons de Sa Majesté en français, voilà. His Majesty's Dragon en anglais. Et puis c'est vraiment une saga, il y a
peut-être 10 tomes où on va voyager à travers le monde avec le héros et son dragon, et ils vont découvrir comme ça tout un tas de dragons et de cultures différentes. Voilà. Et c'est la saga Téméraire. La saga Téméraire, ouais. Ok, très bien. C'est le nom du dragon, me semble-t-il. Ouais. Et je le replace, mais n'hésitez pas à aller écouter le podcast si je ne sais combien d'heures de live ne vous ont pas suffi. Il y a du coup Mimi Hegel qui a fait un débrief épisode par épisode de House of the Dragon, et elle est trop forte. Voilà, Mimi, si tu passes par là, vraiment trop forte. Sa manière d'animer et tout, j'ai trouvé ça hyper enrichissant de s'en inspirer un petit peu et de... Voilà, bref. Allez écouter ça, c'est vraiment cool, et c'est stylé aussi de ce nouveau format là, épisode par épisode. On peut aller vraiment dans le détail. Là, on a essayé un petit peu de survoler malheureusement plein de passages, mais vraiment n'hésitez pas. Voilà. C'est la fin de cette watchlist de rattrapage. Merci à tous et toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcasts si vous nous découvrez avec cette émission, et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire, ou alors à nous laisser un petit message sur les réseaux sociaux, un petit emoji peut-être sur la manière dont vous aviez apprécié ou non cette saison 1 de House of the Dragon. Nous, on se retrouvera évidemment pour parler de la saison 2 avec toute l'équipe, une fois que l'ensemble de ces épisodes auront été diffusés. Merci à toutes et à tous, et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut. Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus.